Sautons sérieusement sur les négociations commerciales. D'un côté, les distributeurs accusés de tous les maux. Ils sont clairement trop violents, contournent les règles, nous a dit Annie Genevard dans Le Parisien hier soir. Et puis de l'autre côté, des industriels qui ne sont pas toujours très transparents et ne veulent pas expliquer la hausse des prix. Il faut choisir son camp ce matin. Emmanuel Le Chip, Jean-Marc Daniel. Emmanuel, vous êtes dans quel camp ? Très clairement, il faut réduire absolument le pouvoir de négociation de la grande distribution. Donc vous défendez les industriels. Évidemment. Aujourd'hui, on a les grands patrons des enseignes de la grande distribution qui viennent pleurnicher sur les antennes télé, radio, en s'érigeant comme les défenseurs du pouvoir d'achat face à des méchants industriels. Très bien, etc. Mais lui et puis tous ses petits copains, je veux dire, mais il y a un moment où les chiffres, et c'est pas l'économiste Jean-Marc Daniel qui me démentira, disent la nature du rapport de force. C'est-à-dire que quand vous avez 300 000 agriculteurs, que vous avez 15 000 entreprises de l'agroalimentaire qui sont pour la plupart des 95% sont des PME, quelques grands groupes, effectivement, quelques grandes multinationales, mais qui sont toujours érigés comme les méchants. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand vous négociez face, à 5 grands groupes face à vous, dont les 4 premiers ont 70% du marché, comment vous voulez que vous, producteurs, industriels, vous ayez un pouvoir de négociation face à cette grande distribution ? Ça s'appelle un oligopsone, c'est ça Jean-Marc Daniel ? C'est-à-dire quand vous avez grosso modo peu d'acheteurs face à beaucoup de vendeurs, la situation, on la connaît, c'est qu'ils ont tout pouvoir. Ils ont pouvoir pour déférencer un produit. Quand un industriel dépend pour 30% de ses ventes de ce qu'une enseigne va lever le pouce ou baisser le pouce, il y a un moment où vous n'avez pas de pouvoir de négociation. Quand vous avez les marques de distributeurs qui sont fabriquées aussi par ces industriels, et vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'accepter les conditions de la distribution. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, attendez, je vous donne juste un seul exemple qui est très emblématique. Une marque très célèbre de saucisses, les Knacky. Oui. Les Knacky, le paquet de Knacky se vend en euros aujourd'hui au même prix qu'il y a 10 ans. Donc qu'on n'aille pas dire aujourd'hui que ce sont les industriels qui imposent des marges délirantes à la grande distribution. En termes de marge, quand vous regardez les marges des distributeurs, les marges des industriels... Oui, mais c'est pas le même métier. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La distribution, c'est un grand hangar. Vous payez la facture d'électricité. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas les coûts de recherche et développement, de fabrication, d'innovation. Arrêtez. Vous pouvez pas comparer les deux métiers. Et d'ailleurs, c'est Jean-Marc, vous avez crié suffisamment fort. Jean-Marc. Non, je trouve intéressant de parler d'oligopsone parce qu'il y a peut-être 5 distributeurs qui sont de toute façon, c'est pas leurs copains, c'est leurs concurrents. Et ce que montre assez bien la théorie économique, c'est que autant la quantité de gens sur le marché joue un rôle, autant le véritable enjeu, c'est ce qu'on appelle le fait que le marché soit ou non contestable. C'est-à-dire, est-ce que ces gens se sont entendus ou est-ce qu'ils sont véritablement dans une logique concurrentielle ? Mais cet oligopsone, en réalité, c'est 40 millions de personnes. Parce que derrière les distributeurs, il y a les clients, il y a le consommateur. Et les consommateurs, eux, c'est eux qui choisissent in fine. Dans la crise actuelle, parmi les éléments qui sont mis en avant, il y a l'affaire du lait. C'est-à-dire que le prix du lait acheté aux agriculteurs, aux 300 000 agriculteurs qui sont effectivement défendus bec et ongles par nos autorités, ces 300 000 agriculteurs produisent trop de lait et n'arrivent pas à vendre leur lait. Quand on regarde le prix du lait, puisqu'il a pris d'abord le prix des saucisses, si je remonte aux années 70 qui me sont chères, puisque là aussi Emmanuel n'arrête pas de dire que je vis dans les années 70 et je pense comme dans les années 70. 1870. 1870. Ouais. Mais je vais faire un progrès, je vais sauter à 1970. À 1970, avec 1 heure de SMIC, on achetait 3 litres de lait. Aujourd'hui, avec 1 heure de SMIC, on achète 12 litres de lait. Donc le pouvoir d'achat du consommateur laitier s'est considérablement accru. Est-ce que pour autant il a augmenté sa consommation de lait ? Non. La consommation de lait par habitant sous forme de litres de lait vendus a été divisée par 2 depuis 1970. C'est-à-dire que celui qui décide in fine, c'est le consommateur, et il décide sur la base du pouvoir d'achat et sur la base effectivement de la satisfaction que lui apporte le produit. Ça sert à rien de dire aux gens, vous allez continuer à produire, vous allez accumuler des saucisses, vous allez stocker des saucisses à un prix qui est un prix que vous allez maintenir. Si les gens ne veulent pas acheter, alors ce que répercute la grande distribution, c'est la volonté du consommateur. Mais vous défendez du coup aussi les centrales d'achat, Jean-Marc, parce que là, il y a quand même des distributeurs qui se regroupent pour acheter ensemble. Je pense que le problème, effectivement, si les autorités de la concurrence, et c'est l'enjeu des politiques, c'est pas de déclarer on va défendre les agriculteurs, c'est de vérifier que dans la chaîne, il y a toujours de la concurrence. D'où les amendes. D'où les amendes. On met des amendes. Il y a eu
il y a eu à un moment donné, on s'était abattu sur les producteurs d'endives. Tout le monde avait ricané en disant, effectivement, si les producteurs d'endives se sont entendus, il est normal que les autorités de la concurrence interviennent. Mais aller au-delà et défendre systématiquement l'idée qu'il faut augmenter les prix face aux distributeurs, c'est une attaque contre le consommateur et l'économie. Il ne s'agit pas d'augmenter les prix, mais on voit bien qu'il y a un niveau de prix raisonnable qui est peut-être un peu plus élevé que les prix qui sont pratiqués aujourd'hui et qui assure notre économie à moyen long terme. Parce qu'on le voit bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à force d'imposer des conditions de prix impossibles aux producteurs, je veux dire, il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça. Discuter avec les grands industriels, ils vous disent, mais attendez, en Espagne, en Allemagne, on n'a pas les complications qu'on a en France et on va virer nos usines de France. Et la réalité, c'est que si aujourd'hui 50% du poulet qu'on consomme, c'est du poulet importé, que si 40% des fruits et légumes, mais c'est à cause de la pression trop forte qu'on met au nom un peu, à mon avis, trop court-termiste, du pouvoir d'achat immédiat, instantané, pour le consommateur. Et la réalité, c'est quoi aussi? Attendez, vous parlez de concurrence, Jean-Marc. Alors, on va arrêter de rigoler. La concurrence, dans quelques grandes villes, je veux bien, mais le nombre de villes où vous avez que 1 ou 2 hypermarchés, avec des prix, l'INSEE nous dit, qui sont entre 5 et 10% plus chers qu'ailleurs, ça vous choque pas que... Alors ça, c'est très en dessous de la ceinture, ce que je vais dire. Mais ça vous choque pas que dans la plupart des petites villes de province, le type le plus riche du coin, ce soit le patron du Leclerc, de l'Intermarché ou du Super U. Franchement, moi, je trouve que les gens de la distribution, ils exagèrent un peu quand même. Ça confirme ce que je dis, c'est-à-dire qu'on manque pas de concurrence. On manque plutôt de concurrence. Il n'y a pas trop de... Ah, mais je suis d'accord avec ça. On manque de concurrence. Voilà, on manque de distributeurs, on manque de concurrence. C'est ça l'enjeu. Et c'est pas en essayant de préserver le producteur qu'on réglera le problème. Emmanuel, je ne vais pas vous mettre dehors, mais il est quasiment 7h19.